Voilà. Donc je vais me situer plutôt à l'échelle de cette discipline. Alors de manière un peu paradoxale, parce qu'une des spécificités de la sociologie, c'est d'agencer des modes de raisonnement avec une enquête, on appelle une enquête empirique, c'est-à-dire des faits, d'aller chercher des données, d'aller chercher des témoignages, d'aller chercher des observations. Et sur la vulnérabilité, c'est pas ce que je suis en mesure de faire, n'ayant pas travaillé, mais pas grand monde n'a finalement travaillé sur cette question-là. Et donc je vais me livrer à un exercice de pensée qui ressemble peut-être plus à des exercices d'autres disciplines, en particulier en philosophie, mais je le ferai évidemment à partir de catégories sociologiques et puis aussi à partir d'un certain nombre de travaux qu'on a pu conduire à différents moments et qui tangentent un peu cette question de la vulnérabilité pour juste signaler un peu de quel point de vue je parle. Il y a un certain temps, j'avais travaillé sur les catégories qui, dans les politiques publiques, permettent d'aborder des questions qui n'étaient pas d'ailleurs celles de la vulnérabilité, mais qui étaient plutôt celles, dans un autre vocabulaire, j'y reviendrai peut-être un peu après, des questions de la précarité, de la pauvreté, de l'exclusion, et en matière de santé. Et donc, voilà, je puiserai un peu dans ces éléments-là. Et puis, d'une certaine manière, et ça a été dit, l'ensemble des politiques de santé, l'ensemble des politiques du grand âge, l'ensemble des politiques de santé publique aussi ont montré d'une certaine manière la vulnérabilité. Donc même si ce n'est pas le vocabulaire qu'on utilise, c'est quand même de ça dont on parle et c'est ce que l'on étudie. Et puis parfois on regarde plus spécifiquement des situations où la vulnérabilité apparaît de manière beaucoup plus manifeste et on l'a fait plus récemment en ce qui concerne la chaire santé, notamment dans le cadre d'une évaluation d'un programme régional où on a regardé évalué un certain nombre d'objets qui sont spécifiquement dédiés à la prise en charge de populations dites vulnérables. Je pense au parcours complexe des DAC, par exemple. Je pense aux passes hospitalières ou ambulatoires. Je pense même aux programmes régionaux qui sont dédiés à ces populations que sont les PRAP. C'est la manière dont ils sont conçus. Donc, toute une série d'acronymes très caractéristiques de nos modes de fonctionnement collectif dans ce domaine-là et qu'on a essayé de regarder cette fois-ci d'une manière empirique en allant voir les acteurs qui sont en charge de ces questions, en tout cas dans l'une des régions, une région évidemment importante dans notre pays. Alors, ces éléments étant posés, la première question que j'aimerais poser, c'est est-ce que la vulnérabilité a un quelconque intérêt pour un sociologue? Est-ce que ça a un intérêt sociologique? Et je suis navré de répondre que je ne suis pas tout à fait convaincu, et je partirai de là. Je nuancerai ma position au fur et à mesure de mon intervention, mais le point de départ, c'est quand même bien celui-là. C'est une notion qui est assez peu mobilisée en sociologie. Elle est un petit peu, elle est en particulier mobilisée parmi les collègues qui travaillent sur les questions liées au risque, où la vulnérabilité, c'est un peu l'autre face du risque. Le risque, c'est ce qui peut causer un dommage avec des degrés divers de probabilité. La vulnérabilité, c'est la situation dans laquelle on se trouve quand on est exposé au risque. Et la difficulté tient au fait, notamment chez ces sociologues qui ont travaillé sur le risque ou sur la société du risque, comme disait Ulrich Beck, eh bien, c'est qu'on est tous exposés au risque, et donc on devient tous vulnérables assez vite, et on perd en spécificité dans cette notion. De ce point de vue-là, c'est une notion qui est un petit peu problématique, et je pourrais dire c'est une notion qui taille à la fois trop grand et trop petit. C'est une notion qui taille trop grand parce que tout le monde est potentiellement concerné par des formes quelconques de vulnérabilité. Et puis c'est, en tout cas pour le sociologue, une notion qui taille un tout petit peu petit parce qu'elle a une connotation, ce qui peut être une vraie plus-value d'un autre point de vue, en se situant plutôt à l'échelle des personnes, plutôt qu'à l'échelle collective, à l'échelle des groupes. Et donc, d'une certaine manière, on est entre ces deux niveaux où tout le monde est concerné, ou au contraire, on regarde plutôt à l'échelle de la personne et à l'échelle de l'individu, mais dans une dimension qui peut être privée d'un regard intermédiaire, d'un regard social, d'un regard un peu plus collectif. Alors, néanmoins, quand on regarde les usages, que j'ai essayé de faire rapidement avant de prendre la parole, quand on regarde si la notion est un peu plus utilisée ces derniers temps, il y a des outils qui permettent de le faire, eh bien, il semble qu'en France, ce soit le cas. Il semble qu'il y ait un petit frémissement lisible. Je ne sais pas si vous arrivez à le dater, mais en tout cas, il apparaît dans un certain nombre de tendances au moment du Covid. C'est à partir de ce moment-là que la notion, en quelque sorte, gagne
en utilisation, en usage en tout cas. Et c'est aussi un point qui mérite d'être regardé, qui nous permet de nous situer aussi dans une période plus longue, puisque ça veut dire probablement que cette notion-là prend le relais d'autres notions qui étaient utilisées pour désigner des situations du même ordre. Et c'est ce que j'avais effectivement regardé à partir des catégories d'action publique, plutôt en partant des politiques de lutte contre la pauvreté, où on est, quand on regarde ça sur quelques décennies, on remarque, on a des spécialistes des inégalités sociales de santé dans la salle, que la question des inégalités et de la pauvreté, elle est assez problématisée dans les années 70, sur un registre assez politique, post-marxiste, post-mai 68, etc. Et puis elle disparaît. Elle disparaît assez brutalement, en réalité, au début des années 80, pour être relayée par un nouveau vocabulaire, une nouvelle grammaire de la pauvreté, en quelque sorte, qui est articulée autour de la notion, de deux notions, la notion d'exclusion sociale et la notion de précarité sociale, et qui tangente aussi un peu nos notions de vulnérabilité, et qui ont, par rapport à la notion d'inégalité sociale, un intérêt et un inconvénient majeur, c'est qu'elles orientent le regard sur les situations qui sont évidemment les plus problématiques, les plus critiques, en se dispensant d'une vision globale des inégalités de la stratification sociale dans sa généralité, où les populations les plus pauvres ne sont plus pauvres que par rapport à d'autres populations ou par rapport à d'autres mécanismes sociaux beaucoup plus larges qui sont stratifiés socialement. Et donc on a perdu quelque part cette vision d'ensemble de la société à ce moment-là, en s'attachant surtout aux situations d'exclusion. La vulnérabilité n'est peut-être pas exempte de ce type de risque, et je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir aussi sur ces éléments-là, et on retrouve sous une autre forme ce même dilemme entre quelque chose qui taille large ou quelque chose qui taille trop petit, ou quelque chose qu'on a du mal à identifier entre les deux. Alors c'est une notion peu utilisée, je le disais, en sociologie. C'est une notion qui est plus utilisée, je ne suis pas juriste, mais beaucoup plus utilisée en droit. C'est une notion qui vient en réalité du droit et de la caractérisation de certaines situations qu'on va retrouver en termes d'incapacité dans les différents domaines du droit, que ce soit le droit civil, le droit pénal, où les peines sont aggravées si on s'attaque à des populations en situation de vulnérabilité, en droit social, où le travailleur est aussi en situation de vulnérabilité dans bien des cas, et on pourrait multiplier les exemples, ce qui fait que des sociologues se sont intéressés à la vulnérabilité en faisant de la sociologie du droit et en essayant de comprendre ce que les juristes désignaient sous le nom de la vulnérabilité ou de populations, des groupes, des individus en situation de vulnérabilité. Et un travail en particulier d'un grand sociologue du droit français, Jacques Commaille, qui a travaillé ces questions-là, et de manière, sans rentrer dans les détails, qui est intéressante dans la mesure où il lie son intérêt pour ces situations de vulnérabilité à une forme d'individualisation de la société, pour le dire de manière un peu rapide, où on est dans des sociétés de plus en plus différenciées, de plus en plus marquées par une forme de division du travail, de spécialisation et donc d'individualisation des situations des uns des autres à l'échelle personnelle. Et cette individualisation, elle accroît des risques de vulnérabilité des uns ou des autres, mais elle exige aussi que la prise en charge de cette vulnérabilité soit respectueuse d'une forme d'individualisme, d'une forme d'autonomie, d'une forme de respect des positions des personnes en tant que telles. Et donc se joue autour du droit et de son rapport à la transformation de la société une réflexion importante, je crois, sur la place de cette vulnérabilité. Alors je disais que la catégorie est peu utilisée, hormis c'est peut-être quelques exceptions dans le domaine de la sociologie. Puis après, j'ai continué à réfléchir. C'est une question, depuis qu'on en a parlé, Régis, qui me trotte dans la tête. Je ne savais pas comment prendre cette question-là de la vulnérabilité d'un point de vue sociologique. Puis à un moment, je me suis dit, mais en réalité, est-ce que toute la sociologie ne fait pas que parler de la vulnérabilité, pour ainsi dire, depuis le début en France? La sociologie a été fondée, vous le savez, par un grand monsieur barbu qui s'appelait Émile Durkheim, et qui a posé un texte important en affirmant le caractère scientifique de l'étude de la société à travers l'étude du suicide. Qu'est-ce que l'étude du suicide, si ce n'est l'étude systématique, collective, selon des lois sociales, quantifiées,
de ces situations d'extrême vulnérabilité, et il le liait justement, cette dimension, cette réalité du suicide, non pas à des phénomènes individuels, psychologiques, existentiels des uns ou des autres, mais à des situations économiques, des situations sociales, des régularités collectives, et donc il en faisait pleinement une vulnérabilité, d'une certaine manière, sociale et même sociologique. Et puis on allait plus loin. Marx, un autre fondateur de la discipline, n'a-t-il pas fait que de parler extensivement d'exploitation, l'exploitation des enfants, dans des situations de travail? Autrement dit, la vulnérabilité n'est pas un objet tout à fait neuf pour les sciences sociales. On pourrait multiplier les exemples très très largement. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Alors du coup, se pose la question, en tant que sociologue, qu'est-ce que je peux en dire, c'est ma question de la matinée. Je me dis, une manière de baliser le terrain, c'est peut-être, à gros traits, de dire, il y a peut-être deux manières d'aborder la vulnérabilité d'un point de vue sociologique, au moins en entrée de réflexion. Une manière, comme on fait d'habitude, macro-sociologique, une autre manière, micro-sociologique. La vulnérabilité, ça dépend, c'est le point sur lequel insistait d'une certaine manière déjà Jacques Comain, ça dépend de régulation sociale beaucoup plus vaste. Et on ne peut pas regarder les situations de vulnérabilité si on ne comprend pas comment elles sont produites par le logement, par le travail, par un certain nombre d'activités beaucoup plus larges. Elles ne sont que le produit, le résultat de ces dynamiques sociales beaucoup plus larges. Et regarder, même à l'échelle d'une personne, une situation de vulnérabilité, ça ne se conçoit qu'à condition d'avoir ce regard un peu plus macro sur des dynamiques, et sur des dynamiques en changement, en transformation, ce qu'avait déjà tout à fait saisi évidemment Durkheim dans ses travaux sur le suicide. Et puis il y a une autre approche qui vient d'autres traditions sociologiques, qui va regarder la vulnérabilité d'un point de vue plus micro-sociologique, en regardant ça à l'échelle des individus, en voyant comment ces situations-là, au-delà du fait qu'elles s'inscrivent dans un paysage social beaucoup plus vaste, comment est-ce qu'elles sont vécues, comment est-ce qu'on devient vulnérable, comment est-ce qu'on vit avec sa vulnérabilité, comment malheureusement on finit par en mourir de sa vulnérabilité, comment se font toutes ces trajectoires individuelles de vulnérabilité qui sont d'une grande variété et qui sont, de ce point de vue-là, tout un programme de recherche pour l'Institut d'appréhender d'une manière, avec des méthodes appropriées, cette dimension plus micro-sociologique. Autrement dit, même si j'avais un doute sur le fait que la vulnérabilité rentre pleinement, si on avait moins sur le champ de la sociologie, je pense qu'il y a tout à fait une place de choix pour cette notion-là. Alors pourquoi est-ce qu'une fois qu'on a posé ces éléments-là, pourquoi est-ce qu'on peut dire de manière très concrète que, oui, manifestement, la vulnérabilité, on peut la considérer comme sociale? Ce n'est pas un abus de langage de dire que c'est une vulnérabilité sociale. Pour, je pense, toute une série de raisons qui conduisent à balayer en quelque sorte nos modes de raisonnement sociologique. D'abord parce que ça concerne beaucoup de monde. Tu l'as dit, on ne sait pas le quantifier. Moi non plus, je ne sais pas quantifier la vulnérabilité. J'ai quand même essayé à gros traits de voir quelle situation était derrière. La difficulté, c'est que comme ces populations susceptibles d'être concernées par la vulnérabilité sont plutôt comptabilisées par des institutions différentes, il y a toutes sortes de recouvrements qui rendent les choses difficiles et qui en font un objet de travail. Mais enfin, on a dans notre pays environ 12 millions de personnes qui sont concernées par les ALD, les maladies chroniques. On a 3 millions de personnes qui souffrent de maladies psychiatriques. On a 12 millions qui déclarent des formes de limitation de handicap et entre 2,5 millions et 3 millions de personnes de handicap relativement sévères. On a plus de 9 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté. Autrement dit, ça fait du monde. Il y a probablement beaucoup d'overlap entre ces différentes populations. Mais c'est sans doute pas exagéré de considérer qu'il y a au moins 15 millions de nos concitoyens qui sont assez directement concernés par ces situations de vulnérabilité et pour lesquelles cette vulnérabilité a un caractère extrêmement concret dans leur existence. Donc ça justifie pleinement, d'une certaine manière, que l'on regarde ça d'assez près et que l'on produise des connaissances nouvelles et approfondies sur ces éléments-là. Donc ne serait-ce que cet élément grossièrement quantitatif, d'une certaine manière, fait de la vulnérabilité un élément social qui justifie un regard sociologique sur ces questions-là. Mais il y a plus.
La vulnérabilité est sociale aussi, parce que son lieu privilégié, ou un de ses lieux privilégiés d'expression, tient, je l'ai dit autrement précédemment, à la fragilité du lien social, à ce qui fait de nous des animaux sociaux, à ce qui fait de nous des individus qui sont en relation avec les autres. C'est précisément dans cet espace-là, dans cet espace du lien, de la sociabilité, que se situe la source de la vulnérabilité. Et ça en fait, de ce point de vue-là, pour une deuxième raison, un élément pleinement social. Une troisième raison, qui n'est pas moins importante, à laquelle je faisais aussi référence tout à l'heure, c'est que ces situations de vulnérabilité, elles concernent peut-être 15 millions, peut-être même plus, de personnes, mais elles ne sont pas réparties au hasard dans la société. Elles sont stratifiées socialement selon des principes que l'on peut et que l'on doit étudier, qui obéissent à des formes de régularité, à des formes de déterminants, diraient d'autres spécialistes, peut-être Franck cet après-midi, du point de vue de la santé publique. Les épidémiologistes aiment bien utiliser ces termes-là. En tant que sociologue, on est un tout petit peu plus méfiant sur une vision peut-être un peu trop causaliste du social. Mais enfin, cette répartition, cette stratification organisée, elle est aussi un objet des sciences sociales. Et puis enfin, au-delà du fait que, au-delà de l'aspect micro, où tous ces éléments individuels, tous ces éléments de stratification, ils sont produits globalement par notre vie collective, par nos institutions, par nos rapports au travail, par nos rapports à la ville, par nos rapports à toutes sortes d'activités sociales. Il y a peut-être quelque chose d'un peu plus spécifique qu'on connaît bien sur les questions de pauvreté depuis au moins la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est que ces situations-là sont aussi produites par les institutions qui en ont la charge. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes de labellisation, on a des mécanismes d'attribution d'un certain nombre de droits qui finissent par vous caractériser comme vulnérables parce que vous êtes pris en charge par des institutions dont c'est le métier de s'occuper de la vulnérabilité. Et d'une certaine manière, si vous me permettez cette petite acrobatie, l'Institut en cours de création va contribuer à constituer socialement et à la rendre visible une forme de vulnérabilité qui est aussi, il faut bien le dire, une forme de construction collective, une forme de construction sociale. Alors la vulnérabilité, j'espère vous avoir convaincu du fait qu'elle était pleinement sociale de ce point de vue-là. Comment est-ce qu'elle peut être un peu plus sociologique? C'est là que je vais m'essayer à partager avec vous quelques principes du raisonnement sociologique, assez, je vous rassure tout de suite, assez simple, en tout cas que j'ai essayé de simplifier, mais pour essayer aussi de mettre en avant l'intérêt de ce type d'approche et dans sa variété, et l'intérêt de ce type d'approche particulièrement pour un objet qui est important du point de vue social et qui est en même temps remarquablement mal connu en tant que tel d'un point de vue social. Alors, je crois qu'il y aurait peut-être deux manières de faire, je ne sais pas si j'aurai le temps de les emprunter l'une et l'autre. Une première manière de faire, c'est de regarder en gros quelles sont les principales contributions théoriques, pour utiliser un grand mot, qui sont sur la table et qui nous disent chacune à sa manière quelque chose de la vulnérabilité sociale. C'est une première manière et je vais essayer de donner quelques exemples. Il y a une deuxième manière qui est d'essayer de résumer de manière beaucoup plus transversale la boîte à outils du sociologue. En réalité, on est assez mal compris en tant que sociologue. Je vais me plaindre moi aussi 5 minutes. On est mal compris parce que la sociologie, c'est une discipline peut-être moins claire que d'autres. On ne sait pas très bien ce qu'on fait, etc. En réalité, parce que je me suis retrouvé souvent dans des situations, notamment dans les mondes de la santé et les mondes médical, à devoir expliquer ce que c'était que la sociologie, qui est mal comprise par beaucoup de professionnels de santé. En réalité, on fait toujours la même chose. On fait 4 ou 5 opérations intellectuelles qui sont un peu toujours les mêmes et qui nous disent beaucoup de situations sociales. Je crois que la vulnérabilité n'y échappe pas et si j'ai le temps, j'essaierai de le présenter un petit peu comme ça. Alors, regardons à gros traits quelques types de contributions sociologiques et qu'est-ce qu'elles nous disent d'important sur ce que peut être la vulnérabilité. La sociologie moderne, disons celle qui est née après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est constituée pendant plusieurs décennies autour d'une vision du social qu'on appelait fonctionnaliste, qui insistait beaucoup, un peu comme en architecture, sur l'utilité des fonctions des uns et des autres, et qui renvoie, pour faire beaucoup plus simple, à l'idée qu'en tant qu'individu, on est positionné dans ce que ces sociologues appellent un système social beaucoup plus large, et que ça n'a pas de sens de se penser à sa propre échelle, indépendamment de sa position
dans un système social beaucoup plus large. C'est un enseignement très important, j'y reviens, c'est mon aspect macro-sociologique. On ne pourra pas étudier les situations de vulnérabilité si on ne fait que les décrire à l'échelle des personnes vulnérables. On ne pourra les regarder du point de vue de leur propre existence, de notre capacité à les dénombrer, à les regarder dans leur dynamique, à condition de se situer à cette échelle du système social, en voyant comment les politiques de l'emploi, comment les politiques du logement, comment les politiques de santé conduisent à la production de différentes formes de vulnérabilité qui souvent sont en lien avec les autres. Dans ce système social, pour cette sociologie-là, la santé a un rôle tout à fait spécifique. Elle est dans un espace social qui est tout à fait spécifique. Non seulement parce qu'elle s'occupe spécifiquement de gens qui sont étiquetables comme étant vulnérables, la maladie évidemment est une forme de vulnérabilité qui apparaît comme telle à tout un chacun, et au-delà de ça, nous sommes tous exposés, pour reprendre ce vocabulaire, à des risques de devenir malades, nous sommes tous des malades en puissance, et la santé est dans une position tout à fait particulière par rapport à ce risque social et par rapport à ce risque produit aussi collectivement. Mais en plus de ça, elle est chargée de prendre en charge ce risque-là pour le ramener à une situation qui est moins risquée, qui est moins vulnérable, qui est détentrice de plus de capacités-là. Elle est à la fois du côté de l'identification et de la prise en charge de ces personnes-là. Les sociologues qui travaillaient dans cet esprit-là dans les années 60 disaient que la médecine est chargée, c'était sa fonction sociale, de réintégrer les individus dans la société, même de les réintégrer plus crûment dans le marché du travail. Les choses ont changé depuis, dans le regard qu'on porte à la fois sur la médecine et sur la société, mais ça nous dit quelque chose de l'exigence à nous situer à la bonne échelle, qui est celle de la société. C'est une conséquence extrêmement pragmatique. On doit se situer en amont de la vulnérabilité. Si on veut comprendre la vulnérabilité, on doit prendre en compte les manières de prendre en charge la vulnérabilité, et notamment dans les sphères de la santé, si on veut avoir une chance de la saisir et de l'atténuer. Cette première manière de faire de la sociologie a été très vivement contestée plus tard, dans les années 70, 80, par une autre manière de faire de la sociologie qui consistait à dire « Attendez, un système, vous êtes bien gentil, le monde, il n'est pas aussi huilé qu'il en a l'air, ça ne fonctionne pas comme une mécanique, il y a beaucoup plus de tensions, et de toute façon, ce n'est pas à l'échelle de ces grandes masses que se font l'organisation sociale, c'est plutôt à l'échelle de ce qu'on a ce matin, des formes d'interaction entre nous, des discussions, des échanges qu'on peut avoir, et ont mis l'accent sur une sociologie des interactions sociales. C'est à cette autre échelle que la vulnérabilité apparaît comme défaut du lien social, comme problématique en termes d'interruption du lien social, de fragilisation, de dégradation du lien social. On retrouve par ailleurs toute une littérature qui est très développée à propos de la sociologie de la pauvreté, qui est une sociologie de la désaffiliation sociale, qui est une autre forme de vulnérabilité, une forme une manière d'atteindre le lien social. Au passage, parmi les auteurs qui se réclament de cette famille de pensée, il y en a un qui est particulièrement cher, qui est un peu lu par d'autres que par des sociologues, qui est Erving Goffman, qui a été assez fondateur dans ces travaux-là. Et il m'intéresse, je veux m'arrêter sur cette contribution, disons de manière un peu nominative, à plusieurs titres. D'abord, il fait partie de cette famille de pensée qui s'intéresse aux interactions, et la manière dont il observe ces interactions et comment il voit des formes de vulnérabilité dans la manière dont on échoue à avoir certaines interactions, et les personnes vulnérables sont plus souvent qu'à leur tour dans ces situations d'échec de l'interaction. Mais plus il a avancé dans son travail, au fur et à mesure, il prenait la vie sociale, il utilisait les métaphores du théâtre, du cinéma, comme étant des bonnes métaphores pour comprendre ce qui se joue sur une scène, devant un public, avec un script écrit que l'on s'efforce d'improviser. C'est une bonne métaphore de beaucoup de situations sociales. Et puis, petit à petit, il s'est intéressé à des situations qui ressemblent de plus en plus à celles qu'on appelle la vulnérabilité. D'abord liées à la maladie, liées au stigmate physique, au stigmate psychique, à la folie. Et il en est arrivé, finalement, à considérer que chaque individu, parce qu'il porte un visage, est porteur de vulnérabilité. Nous passons notre temps à sauver la face, comme il disait, c'est-à-dire à nous mettre dans une situation où on ne prend pas en pleine tronche la violence du rapport social à autrui,
Et c'est pour ça que nous jouons des rôles, c'est pour ça que nous faisons comme si nous étions au théâtre, c'est pour ça que nous esquivons certains regards dans l'ascenseur ou dans le métro, c'est pour ça que nos interactions du quotidien s'organisent d'une certaine manière, c'est parce que nous sommes anthropologiquement, parce que nous avons un visage, parce que nous avons chacun un visage, que nous sommes dans des rapports de vulnérabilité. Il y a quelque chose, je crois, de très profond dans cette conception de l'interaction sociale, non pas comme situation spécifique à cette quinzaine ou à cette vingtaine de millions de personnes, mais comme étant l'essence même de la relation sociale, de l'interaction sociale dans sa dimension vécue. Ça a toutes sortes de conséquences pratique sur l'importance de l'attention apportée à cette fabrication du lien social, à sa préservation, à sa restauration, qui est toujours quelque chose de fragile. C'est aussi une attention, et Goffman y a porté un intérêt très très approfondi sur le fait que ces liens sociaux, ces interactions sociales sont à la fois organisées et perturbées par certaines de nos institutions qui peuvent dans certains cas s'avérer d'une très grande violence. Il prenait l'exemple de l'asile où on est supposé prendre en charge des populations très vulnérables, mais on les prend en charge de telle manière qu'on exerce aussi collectivement une violence qui d'ailleurs se répercute sur ceux qui sont chargés d'exercer cette forme de soins ou cette forme de contrôle sur ces populations-là. Et on a toute une famille de messages à prendre en compte. C'est une deuxième manière de faire de la sociologie, et elle est pleine d'enseignements, me semble-t-il, si l'on travaille dans la vulnérabilité. Je ne vais pas vous passer toute l'histoire de la sociologie en revue, mais j'aimerais quand même revenir sur une ou deux autres manières de faire de la sociologie qui me semblent importantes de prendre en compte au moment où l'on parle. Dans les années 70-80, beaucoup de mes collègues, moi-même, travaillons autour d'une autre famille de pensée, autour des professions. La notion de profession, elle vient directement de la sociologie. Les sociologues ont porté un très grand intérêt, non seulement professionnel, notamment de santé, mais à l'organisation professionnelle, en tant que c'est une organisation plutôt collégiale, plutôt indépendante, qui est garantie collectivement par un certain nombre de principes et même de règles de droit. Mais ces logiques professionnelles, qui ont un statut tout à fait spécifique dans la société, ces logiques professionnelles, elles sont, nous disent ces sociologues, en interaction, là encore, les unes avec les autres, et souvent en lutte les unes avec les autres. Ils appellent ça des luttes de juridiction entre espaces professionnels. Et les mondes de la santé, vous connaissez bien cela, on est sans arrêt en train de se battre pour savoir quelle est notre sphère légitime d'intervention par rapport à d'autres spécialités, entre la ville et l'hôpital, etc. Ces luttes de juridiction sont le quotidien d'une certaine manière. Et je crois que ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce que derrière ça, il y a des enjeux de prestige, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux de rémunération qui sont inévitablement liés à ces logiques professionnelles. C'est assez intéressant si on pose la question de la vulnérabilité. On n'en est peut-être pas encore là, mais on a aussi beaucoup de professionnels de la profession de la vulnérabilité, si j'ose dire, qui à un moment donné vont dire « la vulnérabilité, c'est mon métier ». Parce que je suis médecin, parce que je suis assistante sociale, parce que je suis en charge de telle institution, parce que les EHPAD, c'est moi, parce que tel type d'établissement médico-social, c'est moi qui le représente. Donc on ne va pas manquer de professionnels. La vulnérabilité ne va pas être orpheline de spécialistes, et voilà, de spécialistes organisés dans la prise en charge de cette professionnalisation. Et donc, il faut avoir en tête ces éléments-là. On va avoir des luttes de juridiction, on va avoir des définitions à faire, on va avoir des périmètres à définir, on va avoir à estimer quels budgets vont avec ces formes de prise en charge, comment il est légitime ou moins légitime que tel ou tel intervienne dans telle ou telle situation. Et d'autant plus que les professionnels sont probablement déjà là, mais que les zones d'intervention sont particulièrement floues. Et dans la mesure où elles sont particulièrement floues, elles vont donner lieu à des luttes de juridiction probablement assez sévères. Donc ça, on peut déjà l'anticiper, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder dans l'établissement, dans l'institut. Alors, je m'arrête là pour les grands domaines de la sociologie. Je pourrais développer, on aurait pu faire une sociologie bourdieusienne de la vulnérabilité, on pourrait faire une sociologie inspirée du rational choice, peut-être que ma collègue économiste le fera un peu plus tard, sur la vulnérabilité, et il y aurait des choses à dire. Je vais essayer, je terminerai avec ces éléments-là, de voir comment, et ça permettra de partager les raisonnements de base de n'importe quel sociologue, de voir comment ils disent des choses
de la vulnérabilité. Les théories, c'est une chose, mais il faut quand même y passer un peu de temps pour s'y plonger, pour les maîtriser, pour pouvoir les faire parler. Mais je crois qu'il y a quelques raisonnements qui sont partageables par tout un chacun. Et idéalement, s'ils peuvent être portés à l'Institut, ce serait certainement une bonne chose, parce qu'ils ont, par certains aspects, le caractère de l'évidence, mais ils sont nourris par beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions en sciences sociales. Premier réflexe du sociologue, on lui parle de la vulnérabilité, il répond les vulnérabilités. Il y a toujours de la pluralité, quel que soit le sujet. Le patient, les patients, le professionnel, les professionnels. Donc c'est la base voilà, c'est le premier niveau de la sociologie, c'est de considérer qu'il y a toujours des expressions multiples de ce à quoi on s'intéresse, et donc il ne faut pas se laisser piéger par une notion qui aurait une prétention à l'unicité d'une certaine manière. Et on a été frappé de ça quand on a regardé les PRAPS, ces projets régionaux qui agrègent dans le même document, au nom de la précarité, au nom de la vulnérabilité, au nom des inégalités sociales, les situations des migrants, les situations des personnes exclues, des SDF, des prostituées, situations sociales qui n'ont quand même pas grand-chose à voir les unes avec les autres, mais qui sont des expressions extrêmement diverses, plurielles, de cette réalité. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. La vulnérabilité, c'est toujours des vulnérabilités. Deuxième réflexe sociologique, une fois qu'on est bien conscient qu'il y a des choses diverses, voilà, nous on a des lunettes qui nous conduisent à regarder le monde verticalement. C'est un défaut, mais on regarde le monde comme étant stratifié. Il y a toujours des gens qui ont un peu plus, un peu moins. Un peu plus d'éducation, un peu moins d'éducation. Un peu plus de revenus, un peu moins de revenus. Un peu plus de relations sociales, un peu moins de relations sociales, etc. Un peu plus loin, un peu plus près, etc. Donc le monde, c'est comme ça, il est inégalitaire. Ces inégalités varient un peu, pas beaucoup. Pas beaucoup. Parfois, voilà, quand on regarde la variation des inégalités dans la durée, on est frappé par une forme de viscosité, disent les spécialistes de la stratification sociale. Et on peut regarder, alors il faut regarder évidemment les choses comme étant stratifiées, et là, il y a plein de manières de le regarder comme étant stratifié. On peut considérer, par exemple, qu'on s'intéresse qu'aux exclus, à ceux qui sont dans les situations les plus critiques, les plus défavorables, et c'est déjà pas mal. On peut considérer que ça n'a de sens que si on compare les exclus avec ceux qui sont mieux nantis. Et on regarde plus de manière transversale l'organisation de la société. On peut rajouter des dimensions de pouvoir. Il y en a qui non seulement sont inégaux, mais en plus qui dominent les autres. Ce n'est pas la même chose que d'être dans une position simplement inégale. Donc on a là toutes sortes de théories aussi qui développent des rapports aux inégalités extrêmement variables. C'est le deuxième réflexe sociologique de base, si j'ose dire. Il y a de la pluralité, il y a des inégalités. Troisième réflexe, qui est lié en partie au précédent, c'est que dans le monde social, il y a de la conflictualité. On aimerait bien que ce soit bien huilé, comme j'essayais de le décrire tout à l'heure, mais en réalité, il y a de la conflictualité. Je parlais de la conflictualité entre professionnels. Les personnes vulnérables sont aussi perçues comme des dangers. Elles ne sont pas seulement détentrices ou porteuses de risques pour elles-mêmes, elles sont aussi perçues comme, on disait, des classes dangereuses il y a encore quelque temps, et elles suscitent des formes d'agressivité, des formes de rejet, des formes de conflictualité au sein de nos sociétés. Elles peuvent donner lieu à des politiques qui sont plus ou moins tolérantes, qui sont plus ou moins accueillantes, qui sont plus ou moins fondées sur une forme de mise à l'écart, une forme de rejet, une forme de violence, une forme de défection, une forme d'ignorance. Bref, les figures de cette conflictualité sont d'une grande variété, d'autant plus qu'on s'intéresse aux différents publics, d'autant plus qu'on les considère comme des positions, dans des positions inégales. Et c'est là le troisième réflexe du sociologue, c'est de considérer que la conflictualité est à peu près partout, et ce serait une grande erreur que d'en sous-estimer l'importance et la capacité de structuration qui, si on sophistique un tout petit peu, n'est pas que négative. Une quatrième manière de voir, j'en ai 5, j'irai assez vite, c'est de regarder ça à travers la manière dont on devient social. Le sociologue appelle ça la socialisation. Comment on devient social? On devient social avant sa naissance, en réalité, puis ensuite ça continue pendant l'enfance, et puis ensuite au moment où on rentre dans l'âge adulte, et puis etc., etc. C'est des parcours de vie, c'est des trajectoires, c'est des formes de socialisation, et à chaque fois on est en contact avec des espaces sociaux qui sont très différents et qui obéissent à des principes très différents les uns des autres. Eh bien, la vulnérabilité, elle est engagée dans ces formes de socialisation, au moins à 2 titres, assez différents l'un de l'autre.
C'est d'abord, on a des vulnérabilités qui sont associées à nos trajectoires universelles de socialisation. La vulnérabilité d'un enfant de 5 ans, c'est pas celle d'un adolescent, c'est pas celle d'un jeune adulte, c'est pas celle d'un adulte, c'est pas celle d'une personne âgée ou d'une personne du 4e âge. On a des formes de vulnérabilité qui sont liées à nos formes de socialisation et on doit les regarder aussi du point de vue de ces trajectoires. Et je sous-entendais aussi tout à l'heure, si on se passe non pas à l'échelle des personnes en général pour voir leur vulnérabilité, mais à l'échelle des personnes qui sont déjà identifiées comme vulnérables, il y a des parcours de vulnérabilité aussi qu'il faut regarder comme tels. Comment, voilà, comme je le disais, comment on devient vulnérable, comment on vit avec sa vulnérabilité, comment on en sort, comment on en périt, et le cas échéant, etc. Donc la socialisation, des parcours, des trajectoires, des voyages sociaux en quelque sorte, avec leur dimension dynamique, est plutôt individuelle. Et le dernier raisonnement, alors c'est le plus touchy d'une certaine manière, c'est celui que Durkheim a posé très très clairement, et d'autres avant lui, après lui, et qui est, de mon point de vue, peut-être le plus spécifiquement sociologique, peut-être le moins intuitif malgré tout, c'est la notion de division du travail, pour le dire en termes un peu techniques. En termes moins techniques, ça traduit l'idée qu'on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus denses et de plus en plus spécialisées, et donc du coup de plus en plus individualisées. C'est un parcours historique. Durkheim, après Marx, après Adam Smith, ont souligné que probablement la principale raison de ce mouvement historique inéluctable, puissant, qui a transformé radicalement nos sociétés traditionnelles en des sociétés contemporaines, modernes, marquées par l'individualisme, c'est la densité humaine. Plus on est nombreux, plus on se spécialise, plus on est individuel et individualisé, et plus on est identifié comme tel. Et donc, du coup, moins on a de repères collectifs, parce qu'on les partage avec de moins en moins de monde, puisqu'on est de plus en plus individualisé. Et c'est lié, à la base, plutôt au nombre. Et les sociologues ont prêté beaucoup d'attention à ce phénomène-là, parce que c'est ce phénomène-là qui, dès le 19e siècle, rend tangible le fait que les sociétés dans lesquelles les gens du 19e siècle habitent n'ont plus rien à voir avec celles de leurs parents. Et le mécanisme n'a cessé de se reproduire depuis. Il est aujourd'hui, je crois, tout aussi puissant qu'il était vécu au 19e siècle, du temps des fondateurs de la sociologie. Alors ça a des conséquences, ça aussi, ça a des conséquences directes pour la prise en compte de la vulnérabilité, parce que cette vulnérabilité, j'en renvoie aux travaux de Jacques Comail auxquels je faisais référence, c'est un produit de cet individualisme, qui est lui-même un produit de la division du travail, et on n'y échappera pas. Ce n'est pas une anomalie, c'est un produit direct de ces processus-là, qui sont pleins de vertus par ailleurs, mais qui produisent presque systématiquement ce type d'effet. De plus, cette spécialisation, ce n'est pas seulement la cause de la vulnérabilité, c'est aussi une expression de la vulnérabilité. C'est la raison pour laquelle on a la pluralité de situations. C'est parce qu'être vulnérable, c'est être vulnérable d'une manière très différenciée. Être vulnérable à Paris, à Dijon ou à Bourg-en-Bresse, par où je devrais passer pour entrer et prendre mon train tout à l'heure, ce n'est pas la même forme de vulnérabilité. Être dans l'emploi ou ne pas l'être, etc. On pourrait multiplier à l'envi toutes les variables sociales, toutes les catégories descriptives qu'on veut. Leur pertinence est liée fondamentalement à ce grand processus historique de division du travail. Les personnes vulnérables sont marquées par ce processus, mais les personnes en charge de la vulnérabilité le sont aussi. Les professionnels sont aussi spécialisés et sont très jaloux de leur spécialisation. Et on n'a pas, la professionnalisation n'a pas de sens sans ce degré aigu et ce sens aigu de la spécialisation, de ce que chacun peut apporter et de ce que chacun va revendiquer comme étant sa spécialité. On n'y échappera pas non plus. Alors, vous voyez, il y a quelques arguments assez simples, C'est toujours de la pluralité, elle est stratifiée socialement, on est en conflit, on a des parcours dans toutes ces histoires-là, et globalement, on est dans des sociétés de plus en plus spécialisées. Rien qu'avec ces éléments-là, je pense qu'on peut s'éviter beaucoup de pièges. Je ne sais pas si on produira beaucoup de connaissances, l'avenir le dira, mais en tout cas, je pense qu'on peut s'éviter beaucoup de pièges sur la question de la vulnérabilité. On peut, de mon point de vue, mieux comprendre ces logiques de vulnérabilité. J'aimerais finir par un dernier point de conclusion. C'est une dernière question que je me suis posée par rapport à ces questions de catégorie, de précarité, d'exclusion sociale, de pauvreté. Est-ce qu'on y gagne, est-ce qu'on y perd ?
On y gagne parce qu'il y a un regard nouveau, on y gagne parce que c'est un vocabulaire qui est de fait déjà utilisé, on y gagne peut-être aussi parce qu'on évite la spécialisation au sens de l'exclusion sociale, à ne regarder que l'exclusion sociale plutôt que des choses un petit peu diffuses. Mais, et j'aimerais finir par cette note peut-être de vigilance, la précarité et l'exclusion, il était clair pour tout le monde qu'il fallait lutter contre. La vulnérabilité, implicitement, le message, c'est plutôt de l'accueillir, de vivre avec, de l'accepter, d'être plus tolérant avec. Et ce n'est pas le même message politique. Et je m'arrêterai là.